Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Questions Santé où Ouest France vous répond en direct en compagnie d'un invité. Vous excuserez aujourd'hui, je l'espère, ma voix enrouée cette saison, mais je vous rassure, nous n'allons pas parler de rhume mais bien de burn-out. Qu'est-ce que le burn-out? Quels sont ses symptômes, la prise en charge et surtout aussi comment reprendre le travail après un arrêt plus ou moins long? Quel est le rôle de l'entourage? Bref, nous avons 1 heure pour comprendre ensemble ce qu'est ce syndrome qui touche plusieurs millions de personnes en France et bien plus encore dans le monde. 34% des salariés français seront en burn-out, dont 13% en forme plus sévère. Nous verrons à quoi cela fait référence. L'Institut de veille sanitaire estime à 480 000 salariés également à 480 000 le nombre de salariés en souffrance psychologique liés au travail. Et aussi, 1 salarié sur 2 s'estime en détresse psychologique. Pour en parler, nous avons invité sur notre plateau la neuropsychologue Cathy Assenheim. Bonjour Cathy. Bonjour Ludivine. Vous exercez en Belgique et vous êtes l'autrice également de nombreux ouvrages dont Je suis épuisée, qui est, je peux le présenter ainsi, une sorte de bible du burn-out. Pour l'avoir lu de A à Z, il est très clair et très accessible à tous les publics. Cathy Assenheim, merci donc de venir répondre à nos questions, mais aussi à vos questions, chers internautes, que vous pouvez nous poser directement dans le formulaire que vous trouverez au site internet ouest-france.fr, ainsi que sur la chaîne YouTube. En attendant, Cathy Assenheim, est-ce que je peux vous laisser vous présenter et nous expliquer quelles sont vos spécialités? Oui, donc je suis neuropsychologue. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc la neuropsychologie part du cerveau et du lien avec les comportements, ça c'est le côté psycho qu'on connaît, mais aussi avec la physiologie et donc tout le système nerveux et hormonal. Et donc mon rôle est de vraiment, dans 2 grandes spécialités, investiguer ces 2 aspects. Donc première spécialité, on va en parler aujourd'hui, c'est le burn-out, mais aussi donc ce que moi j'appelle les fonctionnements hyper, qui sont des particularités cérébrales du haut potentiel et de l'hypersensibilité, et qui ont aussi, comme on en discutera rapidement aussi, un lien avec le burn-out. Oui, alors on va y venir, on va entrer dans le vif du sujet, mais d'abord, je vous propose de regarder une vidéo faite par notre confrère Émile Bénèche. En 2019, 17% des salariés français ont déclaré avoir déjà vécu un burn-out. Les cas sévères du syndrome toucheraient même 2,5 millions de salariés. Le cabinet Technologia affirme qu'il toucherait près de 12% de la population active, soit 3,2 millions de personnes. Alors, le burn-out se traduit par un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail, et ce, selon l'Organisation mondiale de la santé. Si les chiffres sont si différents, c'est d'abord parce que le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, mais comme une affection de longue durée. Compliqué donc de poser un diagnostic officiel et d'établir des statistiques précises sur ce phénomène qui semble pourtant massif. Le burn-out est un trouble psychique, il résulte d'un stress chronique et ce dans le cadre du travail, mais pas que. Il se développe progressivement et touche des personnes exposées à des conditions de travail frustrantes et démotivantes, mais aussi à des conditions personnelles, familiales difficiles. Le syndrome de l'épuisement professionnel se traduit d'abord par des signes physiques, fatigue permanente, mal de dos, insomnie, migraine, maux de ventre, etc. Une souffrance psychique peut également se manifester, vide émotionnel, anxiété, irritabilité, tendance à s'isoler. La personne épuisée devient anormalement froide et indifférente, elle s'isole émotionnellement et fait preuve d'un cynisme inhabituel. Lorsqu'un burn-out est soupçonné, la consultation chez le médecin généraliste est primordiale. C'est lui qui possède une vision globale de la personne grâce à son suivi sur le long terme. Il peut prescrire l'arrêt de travail et orienter le patient vers un spécialiste. Merci Émile pour cet état des lieux. Alors Cathy Assenheim, Émile le dit bien, les chiffres du burn-out sont difficiles à appréhender. Pourquoi à votre avis? Est-ce que c'est plutôt parce que la définition n'est pas claire ou pas homogène, ou parce qu'on peine à trouver des gens qui s'ouvrent à ce qu'est le burn-out? C'est vrai que ça touche aussi à l'intime, à votre avis? Alors c'est les 2, tout à fait platement. La première raison en effet, c'est que le diagnostic, et on le voit dans la définition d'Émile, mais aussi dans la définition de l'OMS, il n'y a pas encore d'accord sur ce qu'est vraiment en fait l'épuisement. Alors, moi je parle d'épuisement et pas de burn-out. Dans ma conception, c'est avant tout physiologique, même si bien sûr, comme le dit très justement Émile, il y a des causes et des conséquences qui sont psychologiques. C'est vrai que ce diagnostic se fait en général chez les gens par essence qui se sont déjà écroulés entre guillemets et qui sont déjà dans un arrêt. Mais il y a c'est un processus en fait l'épuisement. Moi j'utiliserais ça plutôt que syndrome qui se met en place sur la durée. Et donc tous les gens qui sont dans les
stades préalables ne sont pas comptabilisés. Donc, et ça, on c'est va la première décrire chose. ensemble Oui, ces voilà. stades préalables. Donc ça, c'est la première chose. Après, je pense qu'il y a aussi un autre phénomène qui est que dans les premiers stades, justement, dont on va parler, il y a un déni parce que la personne essaye de résister, que ce soit physiquement ou psychiquement, et donc elle ne se rend même pas compte elle-même qu'elle est déjà, en fait, dans le processus. Donc, il y a un flou au niveau de la définition, il y a un flou au niveau des diagnostics. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a différentes conceptions là qui commencent à se chevaucher, se mettre en place, et ça donne ce flou entre guillemets de chiffres. Et alors, définition, justement, pour vous, quelle est la définition du burn-out? Alors pour moi, je le résume toujours comme une maladie des ressources, sous-entendu neurophysiologique ou neuropsychophysiologique, à cause d'une surcharge d'adaptation sur la durée. Donc pour moi, c'est une vraie maladie et pas un syndrome. Pour moi, c'est avant tout physiologique, c'est le corps qui lâche, même si la tête, au fur et à mesure, lâche aussi. Parce que l'OMS décrit, donc l'Organisme mondial de la santé décrit le burn-out comme syndrome, hein, c'est bien ça? Oui, alors même pire, quand on tape sur Internet, j'ai fait quand même la recherche vite pour voir qu'est-ce qui mettait exactement. Il parle de phénomène, alors déjà, ça dit tout, et pas en fait de syndrome ou de dérèglement en fait. Et donc voilà, et après eux le lient au travail, on va en parler aussi. C'est vrai que moi je trouve que c'est un peu réducteur, puisque la surcharge d'adaptation, elle se fait à cause de plein de raisons. Oui, parce qu'on parle aussi de burn-out parental, ça arrive de plus en plus aujourd'hui, mais il y a d'autres situations. Ça veut dire que le burn-out n'est pas forcément lié au professionnel, mais peut aussi être familial, personnel, à des situations difficiles en fait. Alors à une surcharge d'adaptation, c'est-à-dire à une multitude de situations qui se cumulent. Il faut vraiment comprendre que même si on parle toujours de la crise qui fait les chiffres au moment où on s'écroule, c'est un processus qui se met en place sur des années, sur la durée, et par une multitude de facteurs. Donc le professionnel, c'est où la crise va en général avoir lieu, mais il y a plein d'autres causes qui se cumulent pour arriver à cette maladie des ressources. D'ailleurs, en Allemagne, nous savons que le burn-out parental est pris en charge. Alors, cette aide est reconnue et remboursée par le système de santé. Cela coûte environ 70 € par personne et par jour. Et chaque parent y a droit tous les 4 ans pendant 3 semaines. Cela existe, tenez-vous bien, depuis les années 1950. Alors, comment expliquer ce décalage dans la considération, on peut parler de décalage là, clairement, la considération de ce que c'est que le burn-out? C'est comment en Belgique, c'est comment ailleurs dans le monde? Alors, là, il y a en tout cas une considération déjà, ça, déjà, il y a en tout cas des aides concrètes. C'est vrai qu'ailleurs, c'est pas spécialement le cas. Après, c'est vrai qu'il y a cette mode qui est pas tellement négative non plus, de mettre des étiquettes très précises, burn-out parental, burn-out professionnel et autres. Moi, je pense que l'important, c'est qu'il y ait des actions qui soient mises en place, que ce soit dans des aides financières, que ce soit dans... Voilà, mais c'est vrai que moi, je suis toujours un peu réticente à utiliser ces mots après, parental ou autre. Comment déterminer aussi, et je pense que c'est le problème aussi des instances, à quelle est vraiment la cause, quoi, parce qu'il y a une surcharge. Par contre, qu'il y ait des aides pour les parents qui sont en épuisement, quelle que soit la raison, ça, je trouve ça super. En parlant de mots, justement, on parle aussi de dépression parfois. Quelle est la différence, Katia Sonheim, avec une dépression? Alors ça, c'est un vaste sujet. Alors, pour résumer, la dépression est psychiatrique, on va dire. Dans l'épuisement, il y a des symptômes dits dépressifs, mais qui sont, pour résumer, hormonaux. C'est-à-dire que, donc, je vous ai dit que l'épuisement était une atteinte des ressources, sous-entendu nerveuses et hormonales, donc des dérèglements nerveux et hormonaux qui se mettent progressivement en place. Et parmi ces dérèglements hormonaux, il y a en fait des hormones qui sont liées à notre humeur et qui vont être déficientes et qui donnent des symptômes. Mais quand on identifie les dérèglements et qu'on le régule, ces symptômes disparaissent. Donc le burn-out n'est pas une dépression, avec une nuance quand même, qu'un burn-out maltraité peut à force rendre ces dérèglements permanents et donc entraîner, mais à terme, une vraie dépression au sens psychiatrique. Voilà, mais ça c'est vraiment dans les cas ultimes. Mais il faut vraiment arrêter cette idée reçue qui est que le burn-out n'a rien à voir avec la tête, c'est le corps qui lâche. Il y a des symptômes dépressifs, mais qui sont hormonaux et qui peuvent très vite être régulés si on les identifie. Ce n'est pas dans la tête, on peut dire c'est biologique. C'est le corps qui lâche, c'est physiologique, vraiment, oui. Après, il y a des causes et des conséquences. La tête participe aussi à l'adaptation, mais c'est pas la base, quoi.
Alors burn-out ou alors épuisement, on le dit, burn-out, on le disait, c'est quoi la différence pour autant avec une grande fatigue? Épuisement, grande fatigue Alors, c'est des stades, donc je vais un peu rentrer dans le détail, mais je pense que c'est important. Moi, en tout cas, j'identifie 4 grands stades de ce dérèglement progressif. Le premier stade, c'est ce qu'on appelle le surmenage ou l'anxiété ou le stress chronique. Il y a de nouveau ce problème de terminologie, qui est vraiment la première étape, avec un dérèglement. Je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si on l'explique après. Oui. Donc, on reviendra de toute façon aux symptômes. On a beaucoup d'internautes qui nous posent des questions. Voilà, donc en gros, si on doit résumer cette première étape, le système nerveux se modifie pour tenir debout parce qu'on commence à avoir dur à gérer les choses. Et donc ce surboostage nerveux va entraîner, on en parlera après, toute une série de symptômes. Et donc retenez vraiment surmenage, c'est béquille nerveuse. Au fur et à mesure du temps, cette béquille va commencer à lâcher et on rentre dans le deuxième stade, que moi j'appelle en fait l'épuisement proprement dit, avec cette béquille nerveuse qui est moins efficace et donc une fatigue. Mais la fatigue, c'est la fatigue diurne, c'est la fatigue la nuit, donc c'est un mot aussi qui veut un peu tout dire. Mais en tout cas, il y a un manque de récupération, on va le traduire comme ça, avec des symptômes qui se cumulent par rapport à ce manque de récupération. Au plus on va avancer dans l'épuisement, et ça peut durer longtemps, des mois sans problème, cette récupération va être de plus en plus déficiente et à un moment donné va lâcher aussi. Et on arrive alors au dernier stade dont on parle tout le temps, qui est le burn-out ou le burn-out généralisé, mais qui en fait est la dernière étape du processus. Et c'est ça qui fait aussi toute la difficulté des chiffres, c'est qu'on parle toujours du burn-out, et un peu trop je pense, alors qu'il y a toutes ces étapes intermédiaires avec déjà un mal-être et des symptômes très présents et des troubles de performance. On entend des témoignages, on en a reçu, qui disent tout à coup un jour, je n'ai pas pu sortir de mon lit, je n'ai pas pu aller au travail, je ne peux plus. Alors ça semble être comme un point de bascule. Alors un point de bascule vers quoi? On en est à cette dernière étape-là? Oui, c'est le corps qui lâche. Donc c'est vrai, c'est vraiment très très important. Quand le corps lâche, on peut plus bouger, on a des douleurs partout, mais c'est vraiment ça qui pour moi est le basculement dans la crise. Donc il y a le processus mis en place. Et puis, à un moment donné, quand le corps lâche, on appelle ça la crise et qui motive en général la consultation. Mais il y a plein de symptômes avant-coureurs qu'en général, les personnes ne voient pas ou essayent à coup de volonté de dire il ne faut pas, j'ai pas le choix, je dois. Et le problème, c'est quand le corps lâche, la tête, elle sert à rien, quoi. On a une question de Julien d'Angers dans le Maine-et-Loire qui nous demande est-ce qu'un burn-out signifie que je suis moins performant et efficace que mes collègues ou est-ce plutôt le résultat d'une surcharge de travail? Alors Julien nous précise qu'il a découvert récemment qu'il faisait l'objet d'un TDAH. Alors vous allez pouvoir nous expliquer ce que c'est. C'est très intéressant. Il y a même 3 questions en une. Je regarde pour bien lire. Donc donc la surcharge, le burn-out ou en tout cas l'épuisement, qui est une maladie des ressources, est la conséquence d'une surcharge d'adaptation, par exemple, au travail. Donc ça, c'est la cause, on va dire. Après, cette surcharge a raison des ressources qui fait qu'on va s'écrouler, sous-entendu, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Donc c'est un peu le serpent qui se mange la queue, c'est où est-ce que ça commence, et au moins on a de ressources, au moins on est performant. Parce que quand je parle de ressources, c'est nerveuse et physique, donc et hormonale. Ça participe, c'est notre moteur en fait pour faire fonctionner aussi notre joli cerveau. Sous-entendu, avoir des capacités de raisonnement, de mémoire et autres. Et donc c'est pour ça qu'en fait on associe, je pense, un peu trop l'épuisement au burn-out, le burn-out, excusez-moi, au lieu professionnel, parce que c'est là que tout ce trouble des performances, mémorisation, concentration et autres, va en fait à un moment donné faire qu'on va plus pouvoir le masquer et que ça va se voir. Après, il y a, je ne sais plus le prénom, Julien, qui évoquait de manière très juste le TDA, donc un trouble de l'attention neurodéveloppementale, ou tous ces autres fonctionnements neuroatypiques. C'est un cerveau qui fonctionne de manière particulière, donc il va d'autant plus stimuler ce moteur nerveux et hormonal avec un risque accru d'épuisement. Alors, vous dites TDA et non pas TDAH, qu'est-ce que c'est? Alors, donc, le TDA, c'est un trouble de l'attention, donc neurodéveloppemental, c'est important, donc c'est le développement en fait du système cognitif qui à un moment donné bug, et ça, on peut mettre des aménagements, mais ça reste permanent. Il y a maintenant d'autres troubles où c'est plus contextuel, mais bref, quand on ajoute le H, ça veut dire qu'il y a une impulsivité, donc c'est une spécificité. Mais donc, c'est un trouble de l'attention avec différents symptômes qui le caractérisent, et on peut avoir de l'impulsivité ou pas. Mais c'est simplement se dire qu'un cerveau qui tourne plus ou particulièrement va solliciter le système nerveux de manière particulière, avec un risque accru d'avoir des dérèglements qui sont ceux de l'épuisement.
Donc pour rassurer Julien, ça ne met pas en cause ses performances, c'est la situation. Alors non, c'est la situation qui fait qu'il a moins de performances, chez tout le monde, TDA ou pas. Et quand on a en plus un fonctionnement qui déjà tout seul nécessite beaucoup de ressources, on a 2 fois plus de risques. C'est tout mon livre « Mon cerveau est hyper » qui a montré ça justement. Alors là, c'est pas le TDA, mais c'est aussi des fonctionnements neuroatypiques, il y a plus de risques d'épuisement. Bon, on va aborder la question qu'on attend toutes et tous et qui nous a été posée par une lectrice de Valquenon qui nous a devancé. Quels sont les symptômes ? Alors, c'est très important parce qu'on en parlera plus tard. C'est vrai qu'il y a ce problème du diagnostic et moi, je suis mon grand cheval de bataille, c'est justement de pouvoir parler des symptômes pour qu'on puisse plus vite identifier alors le stade où on en est. Donc, si je reprends les stades dont j'ai parlé là tout à l'heure, dans le premier stade, donc qui n'est pas juste une fatigue, parce que c'est vrai que j'ai pas répondu à votre question, on peut se sentir fatigué quand il y a des causes, mais là c'est plus une fatigue superficielle, enfin on va dire ponctuelle. Quand la fatigue s'installe, là on peut parler en fait d'épuisement. Donc dans le premier stade, surmenage, alors justement cette fatigue n'est pas présente parce que le cerveau est malin, il voit bien qu'il commence à avoir un peu un manque de ressources, donc il va, je vais perdre moi ma voix, surbooster le système nerveux pour créer une espèce de béquille nerveuse pour tenir debout. Moi, j'appelle ça le mode robot. Donc, c'est vraiment, la personne est droguée, entre guillemets, à l'action. Elle ne sait pas rester 2 minutes en place. Elle est tout le temps occupée à ruminer sur tout ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle pourrait faire. C'est là où on met une pile électrique, on ne peut pas se reposer. Robot, pile électrique, en fait, s'asseoir 2 secondes dans un fauteuil, direct, on va se lever pour quelque chose de très important à faire. Mais je veux dire, on a tout le temps, en fait, ce moteur qui tourne, qui va faire tourner notre cerveau. Et on a aussi ce corps qui est dans une béquille de surboostage, en fait, voilà. Et donc, à ce moment-là, la fatigue n'est pas présente. Sur la durée, ce mode robot, à un moment donné, cette béquille nerveuse ne va pas pouvoir tenir et on rentre dans le deuxième stade où on a encore un petit peu ce côté mode robot, volonté, il faut, je dois. On va en général commencer à consommer aussi des stimulants pour aider cette béquille nerveuse. Mais on commence là à sentir les premiers signes de fatigue. Et c'est souvent plutôt des troubles de fatigue la nuit. Typiquement, les réveils 4 heures du mat, où le système nerveux fait qu'on ne dort pas vraiment, je vais le schématiser pour pas... et donc, il y a ces réveils nerveux vers 4 heures du mat. On va avoir éventuellement des ruminations, ce cerveau qui ne se coupe pas avant de dormir, avec des difficultés d'endormissement, alors qu'on commence à être fatigué. On va avoir des petits coups de pompe en journée. Voilà. Quand on avance dans les stades d'épuisement plus avancés, pas encore le burn-out, mais sévère, c'est vrai que cette fatigue va devenir de plus en plus présente, avec vraiment des gros coups de pompe en journée, dès le matin, des difficultés à se lever, des réveils vers 4 heures du mat, mais aussi 2 heures du matin, donc avec des nuits assurées. On va avoir des troubles cognitifs, donc mémoire, concentration. Donc on oublie des choses. Souvent, j'étais à la mémoire à court terme. Donc c'est typiquement, je vais faire quelque chose, pendant une fraction de seconde, je ne sais plus ce que je vais faire. On arrive dans une pièce, on ne sait plus ce qu'on va chercher. Ou alors on a un mot qui est sur la langue, là, mais il ne sort pas. On perd parfois le fil rouge. Donc tout ça, ce sont des troubles. Il y a une explication, je veux dire très claire, qui est que simplement par manque de ressources, le cerveau n'a plus suffisamment de ressources pour alimenter toutes les fonctions. Et donc, il y a des petits bugs typiques comme ça. Et dans le dernier stade, non seulement donc, cette béquille nerveuse lâche, qui veut dire que... Alors, j'utilise toujours le terme belge, mais on est une loque en journée, on ne sait plus rien faire. Je veux dire, et c'est pas une question de volonté. Vraiment, physiquement, on a des douleurs partout. Le moindre effort coûte. On a l'impression chaque effort est une montagne. Et la nuit, par contre, il n'y a plus de récupération. Donc, on est très fatigué, on s'endort très vite, mais on va se réveiller continuellement et on a l'impression le matin de ne pas avoir dormi. La batterie ne se recharge plus. Elle ne se recharge plus. En fait, c'est une très bonne image. Voilà, si on doit expliquer, on a une batterie comme un GSM qu'il faut la nuit recharger et on a cette batterie alors qui nous permet d'être performants la journée. En épuisement, au début, c'est la journée où il y a des petits bugs et puis à un moment donné, on a beau recharger, en fait, ça ne recharge plus et donc la journée, on ne sait plus fonctionner non plus. Belle image. On a Virginie, n'est-ce pas ? On a Virginie de l'Armor Plage qui nous demande comment repérer l'avant-burnout en étant conscient. Est-ce qu'on a conscience des signes avant-coureurs et est-ce qu'il n'y a pas une période de déni ? Alors on l'a un petit peu évoqué, là, il y a des signes qu'on voit, mais est-ce qu'on en est conscient ? Est-ce qu'on les voit ? Alors, merci de poser la question parce que c'est essentiel. Non, il y a vraiment un déni au début du processus parce que cette béquille nerveuse vise justement à nous faire tenir
tenir debout. Donc le cerveau se met dans un mode robot, efficacité, performance. Et donc c'est toute la difficulté dans l'accompagnement de l'épuisement dans les stades avant, et qui sont pourtant essentiels pour prévenir l'écroulement, c'est que la personne n'a pas conscience. Elle va en général venir consulter éventuellement, et encore pour des petits bobos qui s'accumulent, mais elle n'admet pas, ou elle a très difficile à admettre qu'elle serait en épuisement, parce que justement elle a ce mode robot et cette espèce de surboostage nerveux qui lui donne l'impression qu'elle gère. Et c'est pour ça que moi vraiment je fais très très vite passer les diagnostics, après on en discutera, mais pour que la personne se rende compte noir sur blanc. Et souvent quand je lui liste tous les symptômes, je fais alors la liste de tout ce qu'elle a en fait. Ils me regardent tous comme ça en me disant mais oui, mais c'est vrai, je suis là. Tous les gens qui ont lu mon livre aussi, souvent j'ai des mails où ils me disent, parce que je fais aussi des listes de symptômes, ils me disent mais en fait je coche tout. Et alors c'est la grosse panique, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont déjà assez loin. Et au plus tôt on agit, au moins ça dure par rapport à la prise en charge. Et sur votre site, je le rappelle, c'est katyassenheim.com, où vous faites passer ces tests alors, oui, très précis. Oui, alors on aborde ça. En fait, donc au niveau des tests, et ça c'est vrai qu'en France, c'est pas très développé, malheureusement. Alors, en Belgique, ça commence, voilà. Mais donc il y a des indicateurs biologiques très précis de l'épuisement et qui permettent de déterminer les stades. Après, ça commence à se développer. Donc c'est vrai que moi, sur mon site, comme c'est encore difficile de trouver des médecins qui font ces tests-là, j'ai fait un dépistage sous forme de symptômes, justement, qui permet, avec 50 questions, de très vite savoir le stade où on se trouve et de savoir quoi faire alors. Et alors justement, dans ces autres symptômes, est-ce qu'il y a des douleurs physiques propres au burn-out ? Oui, alors il y en a plein. Il y a plein de choses qui sont connexes. Il y a donc des douleurs physiques, parce que le système nerveux étant surboosté, donc dans les premiers stades, il y a des postures de crispation, donc c'est des douleurs cervicales, lombaires. Quand ça traîne, ces douleurs de crispation s'installent et on commence à avoir vraiment des douleurs dans toutes les extrémités, en plus du cervical et du lombaire. Il y a aussi un aspect dont on n'a pas toujours conscience, qui est le système immunitaire. Tous les dérèglements hormonaux divers et variés qui accompagnent cet état d'épuisement ont une implication sur toutes les grandes fonctions. Donc, que ce soit le système immunitaire, donc où on va commencer à avoir des petites allergies, des petites intolérances. Être malade plus régulièrement, peut-être. Alors, être malade, des rhumes qui se deviennent plus fréquents ou qui durent, parce que, donc ça, c'est vraiment au niveau hormonal. Il peut aussi y avoir des troubles connexes, et ça, c'est très important. On parlait du médecin généraliste, pour moi c'est la première intention, mais il faut vraiment des médecins qui soient formés, parce que par exemple la thyroïde aussi, toutes les surrénales qui règlent toute cette adaptation, et finalement, si on doit résumer, l'épuisement, c'est une maladie des surrénales qui lâche. Cette adaptation est de moins facile, oui, voilà, mais a une influence sur plein d'autres fonctions. Donc, c'est vrai qu'il y a plein d'autres troubles associés. Le manque de concentration dont on parlait tout à l'heure, c'est systématique. Oui, très très tôt. Donc, en fait, les troubles de mémoire et de concentration sont un des premiers symptômes à apparaître et un des derniers à disparaître, parce que le cerveau doit se mettre en mode économie. Et donc, il va plutôt solliciter toutes les zones droites liées, on va dire en résumant, à la survie, à l'adaptation, à la réaction de stress, tandis que les zones gauches, qui sont la concentration, la mémoire, sont considérées comme secondaires, entre guillemets, ou en tout cas juste à court terme. Et donc là, en fait, il va y avoir progressivement des bugs, et c'est un symptôme qui inquiète beaucoup les patients. Moi, je leur dis toujours, voilà, c'est le dernier qui disparaît, mais ça revient. Donc, il faut entraîner un petit peu, mais ça revient. Et c'est le genre de symptômes que peut voir l'entourage, peut-être. Quel est le rôle que peut tenir l'entourage ? Je pense à cette période de déni où justement on est peut-être un petit peu alors le problème, c'est que l'entourage a un rôle énorme à jouer, mais malheureusement trop souvent est aussi dans ce déni, parce que si on doit résumer, l'épuisement dans les premiers stades, ça ne se voit pas à l'extérieur, et c'est d'ailleurs tout le problème aussi qu'on n'ose pas en parler, parce que quand on dit oui, il ou elle est en épuisement, moi je l'ai vu, fonctionne très bien, il y a surboostage. Pour l'entourage, c'est pareil, et comme on est dans ce mode robot, on est très efficace, y compris pour l'entourage, et c'est vrai que même parfois quand il y a des arrêts, courte durée, dans un premier temps, l'entourage, comme ça ne se voit pas, a tendance à se dire il ou elle a l'air de continuer à gérer, donc on va en profiter pour qu'il puisse faire tout ce qu'il ne fait pas d'habitude et solliciter. Donc c'est vrai que il faut faire comprendre à l'entourage, et pour moi ça passe de nouveau par des résultats physiologiques noir sur blanc, que c'est une vraie maladie et pas un syndrome psychologique ou une maladie psychiatrique. C'est le corps qui lâche, et dans les premiers stades, il y a non seulement ce déni, mais qui est lié à ce surboostage.
Mais n'y a-t-il pas là, dans cette très bonne forme, justement, un élan, un trop-plein des surréactivités, des réactions qui sont peut-être peu habituelles, qu'on peut voir dans l'entourage, hein? Oui, oui. Mais alors oui, je pense que c'est pour ça que je communique beaucoup sur ces symptômes d'alerte. Oui, quand on a quelqu'un qui est en mode pile électrique Qui tout le travaille temps, trop, qui rit trop, qui parle beaucoup, oui, qui oui, tout trop, ou hein, par finalement. an, voilà, qui est trop La exactement. colère peut-être aussi. Alors, irritabilité, agacement, on n'en a pas parlé, surtout en deuxième partie de journée, aussi des compulsions sucrées, tout ça c'est lié aussi à un dérèglement spécifique. C'est aussi des symptômes d'alerte. Donc, pour moi, la liste des symptômes par stade, et surtout dans les premiers stades, elle n'est pas compliquée. Elle est dans le livre. L'entourage, s'il voit qu'il y a tout ça, doit vraiment essayer de convaincre la personne qu'on peut toujours aller faire au cas où un petit test dans le sens préventif. On a une question de Emma de Ramonville-sur-Agne, en Haute-Garonne, qui dit: est-ce qu'une personne identifiée comme HPI est plus susceptible de faire un burn-out? On a parlé des profils atypiques. Alors ça, c'est donc c'est toutes mes recherches à la base. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. À la base, je suis spécialisée en épuisement, mais c'est vrai que je voyais qu'il y avait beaucoup de gens. Alors à l'époque, diagnostiqués HP, puisque c'était le seul diagnostic officiel. Ici, j'ajoute maintenant diagnostiqués hypersensibles aussi, qui avaient des épuisements. Et donc, si on doit résumer, en tout cas dans ma conception du haut potentiel et de l'hypersensibilité, ce sont des fonctionnements neuroatypiques, c'est des particularités cérébrales. Qui dit particularité cérébrale dit système nerveux particulier. Un cerveau qui réagit plus, qui tourne plus, va consommer plus et donc a des dérèglements de base qui sont, pas de chance, ceux qui participent à l'épuisement. Donc oui, ce type donc pas juste le HPI, plus d'ailleurs l'hypersensibilité, sont des candidats types à l'épuisement et sont toujours un peu dans les premiers stades. Donc il faut d'autant plus être alerte en préventif au dérèglement. Katia Senheim, on va se tourner désormais vers les pistes de soins. Alors, vers qui se tourner en premier quand on dit, ça y est, là, il y a un problème, quand enfin on sort du déni, à quelle porte on peut toquer en premier? Alors, comme le disait votre confrère, avant tout le médecin généraliste, puisque c'est le corps qui lâche et pas la tête. C'est vrai qu'il y a encore trop souvent dans cette vision qui était très utile, mais qui devient un petit peu réductrice de la prévention psychosociale, où on pense que c'est la tête uniquement. On avait tendance à envoyer directement chez le psy ou mettre un petit traitement antidépresseur. C'est systématique, un traitement? Alors, c'est pas systématique, c'est de moins en moins, heureusement, mais c'est vrai qu'on ne faisait pas l'analyse de tout le reste. Or, aller creuser le pourquoi du comment chez un psy coûte de l'énergie et il faut le faire. Attention, il faut le faire, mais il faut d'abord en fait remettre des ressources pour que la personne soit capable de pouvoir creuser le pourquoi du comment. Moi, je prends toujours la comparaison à une mononucléose. Quand on a une mononucléose, on va se soigner d'abord, dormir, se reposer. On va pas commencer tout de suite à se demander où on l'a attrapé ou comment ne plus l'attraper. Pour moi, l'épuisement, c'est la même chose et c'est ce qui est occupé à changer au niveau du courant. La prévention, oui, est super utile. La recherche des causes, oui. Mais dans un deuxième temps, il faut d'abord que le corps retrouve des ressources. Sinon, on se prend toutes les ressources qu'on essaie de reconstruire. Voilà. Et le repos, c'est pareil. Le repos seul ne suffit pas. C'est pas parce qu'on reste allongé pendant 3 mois ou qu'on ne fait plus rien qu'on répare les dérèglements qui se sont mis en place. Donc, repos, oui. Mais il faut aussi aller investiguer qu'est-ce qui ne fonctionne plus au niveau physiologique pour pouvoir le réguler. Donc, en premier, on va quand même voir son médecin généraliste qui n'envoie pas forcément vers un psychologue. Je veux dire, est-ce qu'ils sont ouverts à parler du burn-out directement? Est-ce que c'est alors il y a encore du chemin à faire peut-être? Alors, il y a une énorme évolution et je pense que tout le monde fait du mieux qu'il peut. Le seul souci, et ce n'est pas la faute des médecins, c'est que cette fonction surrénalienne, donc qui est importante au niveau des analyses, est sortie des cours de médecine. On ne sait pas pourquoi. Et donc, de plus en plus de médecins se reforment par eux-mêmes. Mais c'est vrai que dans la médecine générale, les médecins ne sont pas en fait suffisamment armés dans la prise en charge physiologique, ou commencent à se former par eux-mêmes et à mettre beaucoup d'énergie là-dedans, mais ne sont pas en fait spontanément armés. Et donc c'est vrai que du coup, ils font comme ils peuvent. Ils ont raison, il faut mettre au repos. Ils essayent, ils sont encore dans ces conceptions de prévention psychosociale, pas tous heureusement, mais qui vont plutôt essayer de gérer les émotions avec des petits antidépresseurs légers ou d'autres méthodes naturelles et envoyer chez le psy
pour trouver les causes. Tout ça change. On est vraiment à un tournant, je pense, dans la prise en charge de l'épuisement, et heureusement, parce qu'il faut vraiment travailler de manière beaucoup plus préventive quand on s'est écroulé. Alors, c'est pas que c'est trop tard, il y a des choses à faire, bien sûr, mais il y a tous ces gens qui sont entre deux chaises et qui ne s'en rendent pas compte. Et il n'y a pas un petit drapeau qui dit « Oh, oh, tu vas t'écrouler », et ça vient d'un coup. Donc, ça, c'est génétique, on va dire. Donc, voilà. Le sport dans les soins a sa place, hein, le yoga, la course, qu'importe d'ailleurs, du moment qu'il y a une activité physique, est-ce que ça peut contribuer à guérir du burn-out ? Alors non, je veux dire guérir, non. Pour guérir, il faut voir les dérèglements et les réguler, je suis désolée, je reviens là-dessus. Par contre, c'est des aides. De même que je veux dire des accompagnements, quand je parlais d'accompagnement psychologique, je pense qu'un soutien léger, qui n'est pas d'aller creuser le pourquoi du comment, qui va réactiver des émotions et des ressources, mais donc un soutien léger peu adéquat. Alors le sport, tout dépend du stade. Dans les premiers stades où on est en surboostage nerveux, donc on a cette béquille nerveuse, le système nerveux sympathique qui est suractivé, on a besoin de décharger. Donc là, on peut encore faire du sport et ça va même permettre en fait d'aller mieux. Et de recharger les batteries, justement. Et de recharger les batteries. Par contre, comme le système nerveux est surboosté, des techniques de relaxation pure vont faire réagir le cerveau, parce qu'en se disant, mais ils veulent m'enlever ma béquille là, pour lâcher prise, or moi je vais m'écrouler. Donc on peut avoir des malaises si on fait des relaxations trop profondes. Donc le yoga, oui, mais certains types de yoga dans les premiers stades qui restent en fait avec un système nerveux actif. Pas d'endurance, parce que l'endurance, ça veut dire je vais prendre des ressources supplémentaires que je n'ai déjà plus. Donc, c'est vrai que ça dépend vraiment du stade. Au début, oui, mais au plus on avance dans l'épuisement, au plus il faut limiter ça et faire bien attention de ces spécificités nerveuses. Alors, Katia Senem, de la même manière qu'il y a des étapes qui mènent au burn-out, est-ce qu'il y a des étapes de guérison ? Comment on en sort ? Alors, tout dépend. Alors, je suis désolée, je me répète un petit peu, mais tout dépend de l'importance des dérèglements, d'accord ? Donc, il y a des tests biologiques, je ne sais pas si on peut en parler là, mais qui permettent d'identifier des indicateurs clés et l'intensité en fait des dérèglements. Ça, c'est la première étape. Quand les surrénales fonctionnent encore plus ou moins, qu'on arrive plus ou moins à masquer, même si on a admis qu'on commence à avoir un problème, ça dure pas longtemps. Je veux dire, c'est 4 à 6 semaines plus une stabilisation, mais je veux dire, ça va assez vite. Ça, c'est la première étape, c'est le côté physiologique. Quand les dérèglements sont plus importants, ça peut prendre jusqu'à 3 mois de réguler ou stabiliser les surrénales, mais c'est pas non plus des années. Ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, elle est essentielle aussi, c'est toute la prise en charge psychologique du pourquoi, du comment, de la reprogrammation, parce que souvent, quand on est en épuisement, le seuil de tolérance est modifié. Ça, c'est aussi une partie neuropsy, et donc il faut reprogrammer la personne à son seuil de tolérance, à ses besoins, je veux dire parfois même fondamentaux. Donc il y a tout un travail aussi psy et éventuellement neuropsy d'accompagnement. Et puis il peut y avoir une troisième étape quand il y a des changements nécessaires, on va en parler, qui est la mise en place des changements. Mais sortir la tête de l'eau, on va le dire comme ça, au niveau physique, ça va assez vite, mais c'est la première étape. On ne sera pas capable sinon de pouvoir prendre les bonnes décisions par après. Et donc, ces tests dont on parle depuis tout à l'heure, quels sont-ils ? Comment est-ce qu'on va voir l'état des surrénales ? Qu'est-ce que sont les surrénales, d'ailleurs ? Alors, attention, donc bien sûr, il y a un check-up de base. Oui. Mais les indicateurs clés de l'épuisement, donc les surrénales, c'est 2 petites glandes qu'on a au-dessus des reins, d'où leur nom, qui est vraiment l'organe clé de l'adaptation. Et donc, c'est elles qui produisent le cortisol, qui est l'hormone de la performance. Quand les surrénales commencent à fatiguer, donc dans un premier stade, elles vont surtourner et surproduire du cortisol, qui est l'hormone du stress, avec tous les symptômes d'emballement nerveux, d'anxiété et autres, comme le disait votre confrère. Et puis, au fur et à mesure, elle commence à fatiguer, à avoir des bugs. Et donc là, le cortisol baisse. Donc, je résume, mais le premier test, c'est de regarder l'état du cortisol. La seule chose, c'est qu'on commence à le faire de plus en plus, mais en sanguin, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on le fait en général le matin, où ce taux est un peu élevé chez tout le monde. Bref, c'est vrai que en Belgique, en tout cas, on fait des tests salivaires de cortisol en 3 ou 5 temps sur la journée, qui sont des moments clés, et on regarde, parce que dans les premiers stades, il y aura des moments qui seront normaux,
Mais c'est en regardant les différents moments qu'on va voir qu'il y en a peut-être un ou deux qui commencent à être négatifs. Si on fait juste en sanguin, on a une espèce de vision globale, on ne verra pas ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième grand indicateur, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone, c'est l'hormone du calme et du bien-être. Si on doit essayer de résumer ou de faire comprendre, c'est ce que les antidépresseurs recaptent de manière chimique. C'est une hormone qu'on a naturellement, qui gère aussi notre glycémie, qui est la précurseuse de la mélatonine. Bref, hyper importante. Dans l'épuisement, elle est déficiente souvent, ce qui donne tous ces symptômes plus émotionnels, que je vous disais, dits dépressifs. Et donc ça, on les teste de manière urinaire. Ça, c'est la base. Après, on va regarder aussi les métabolites de la dopamine, par exemple, pour la concentration. On va d'office regarder, donc tous les médecins fonctionnels qui font ces tests fonctionnels, on va dire, vont regarder la thyroïde, vont regarder le système immunitaire. Donc là, on revient dans des visions plus globales. Je ne sais plus si c'était vous, votre collègue qui en parlait, qui est très importante, mais c'est vrai qu'il y a ces indicateurs. Au plus le cortisol est faible, en dessous des normes, au plus on est loin dans les stades d'épuisement. Et alors, la sérotonine aussi, au plus elle est faible, au plus on va être dans des symptômes dits dépressifs. Et si elle est vraiment très faible sur la durée, alors elle peut devenir de manière chronique une dépression. Mais alors ces tests-là ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale en France. Je ne sais pas en Belgique ce qu'il en est. Alors non plus. Maintenant, si on se limite à ça, parce que c'est vrai qu'il y a tout le courant de la médecine fonctionnelle qui va parfois très très fort dans les détails aussi, avec des analyses qui coûtent cher, mais juste ces tests-là, c'est 60 €, je pense, pas plus, donc ça vaut la peine aussi. Ça vaut la peine, oui, ça, c'est un grand indicateur. Mais pour moi, par rapport au déni, c'est vrai que rien que ce test de cortisol, quand la personne voit noir sur blanc qu'aux 5 moments de la journée, elle est rouge, en général, il y a une prise de conscience. Après, il y a la difficulté à trouver, parce que les médecins fonctionnels qui font ce type d'analyse sont surchargés, et en France, c'est un plus gros pays aussi, et donc c'est difficile d'en trouver. Donc c'est vrai qu'on travaille, il y a beaucoup de professionnels qui travaillent maintenant sur base des symptômes. Beaucoup de nutritionnistes se forment à l'analyse des neurotransmetteurs, et donc moi c'est ce que j'ai fait dans mes tests aussi, c'est qu'à défaut de pouvoir faire les analyses pour avoir un prix aussi qui est plus limité quand on est dans les dépistages, travailler sur les symptômes est déjà un très grand pas. Et quand on identifie les symptômes liés à une baisse de cortisol, alors là, il y a des traitements, moi je travaille plutôt naturellement, mais qui permettent de le réguler assez facilement. Donc si on comprend, on peut faire ce qu'il faut, quoi. Très bien. On a Cathy Assenheim, on a une question de Lucie de Rennes, en Ille-et-Vilaine, qui nous demande: sommes-nous plus enclins à déclarer un burn-out si nous en avons déjà souffert par le passé ? Oui, s'il a été mal pris en charge ou pas complètement régulé. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont déjà fait plusieurs burn-out, et en fait, on se rend compte qu'il n'y a aucune analyse biologique et aucune prise en charge biologique. Donc, je pense qu'ils se sont reposés, ils ont recréé un peu des ressources, mais qui restent superficielles. Et donc, dès qu'il y a de nouveau surcharge d'adaptation, on se réécroule. Mais la rechute n'est pas automatique. Si on a été régulé au niveau physiologique et été reprogrammé au niveau du seuil de tolérance et des limites, parce que j'ai dit que c'était un aspect essentiel aussi, là c'est plus psy, c'est la deuxième étape, mais c'est essentiel. C'est comprendre que si on a été si loin dans l'adaptation, c'est qu'on avait aussi des limites qui n'étaient pas très claires, que ce soit au niveau professionnel ou autre, et donc il y a une reprogrammation de ça aussi. Donc reprendre d'autres habitudes, faire quelques changements quand même dans la vie du quotidien. Quand je dis reprogrammation, c'est vraiment au niveau neuropsychologique, reformer le cerveau à avoir des alertes, déjà écouter les symptômes. Ça, pour moi, c'est la première étape de la reprogrammation pour pouvoir agir plus vite et ne plus être dans ce déni. C'est-à-dire que pour la suite, si on a déjà vécu un épuisement, pouvoir tout de suite se dire: tiens, là, j'ai les symptômes, cortisol down, sérotonine down ou autre, et pouvoir déjà agir avant qu'il soit trop tard. Mais c'est aussi par rapport à l'entourage, vous en parliez, ou par rapport au travail, pouvoir se reconnecter à ses besoins et voir ce qu'on a vraiment besoin. Et pas dans un noir-blanc, on va en parler aussi, mais c'est vrai que les décisions, quand on est en survie, c'est très difficile de prendre des décisions qui sont vraiment en accord avec nos besoins. On a tendance à être dans une phobie tout à fait normale par exemple, du travail où on était, on veut tout de suite tout changer de vie et autres. C'est pas toujours nécessaire non plus. Il faut réapprendre à la personne à se reconnecter à elle-même, à savoir, ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle peut faire, mais aussi sortir de ce fonctionnement, on va dire, de survie, que moi j'appelle le noir-blanc, et revenir dans le gris. Donc un après-burnout qui nécessite quelques changements quand même, et on y reviendra notamment avec le retour au travail et quelques changements. Mais d'abord, Cathy Assenheim, je vois que l'heure tourne et il est temps pour nous de nous lancer dans le top chrono.
Katia Senheim, 1 minute 15 questions. Questions courtes, réponses courtes, puisqu'il s'agit pour vous de répondre par oui ou par non aux questions que je vais vous poser, qui comportent quelques idées reçues, on va le voir. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Bon, alors c'est parti pour la minute oui-non. Le burn-out touche-t-il avant tout les managers et les cadres supérieurs ? Non. Le burn-out concerne-t-il spécifiquement des personnes fragiles ? Non. Bon, c'est clair. Avant un burn-out, on n'a plus envie de rien. Oui. Mais ça dépend des étapes. Ça dépend, voilà, dans les stades sévères, oui. Peut-on avoir un burn-out en dehors d'un contexte professionnel ? Oui. Clairement. Les personnes en burn-out sont-ils souvent perfectionnistes ? Oui. C'est pas un cliché. Non. Bon, le sport et le yoga peuvent-ils permettre d'échapper au burn-out ? Non. Échapper. Non. Mais ça aide. Mhm. La colère, la tristesse, les oublis sont-ils des signes de burn-out ? Oui. Une semaine de congé est-elle suffisante pour guérir de son burn-out ? Non. Tout dépend du stade de nouveau, mais non. Une semaine, c'est trop court. Le burn-out est-il une dépression ? Non. Mais il peut y mener, on a vu. Un burn-out peut-il laisser des traces pour la vie, des séquelles ? Oui, s'il est mal régulé ou pas pris en charge dans tous ses aspects de manière globale. Peut-on demander des aménagements de poste après un burn-out ? Oui. Et on verra comment. Mhm. Doit-on systématiquement prendre un traitement médicamenteux ? Bon, la minute est passée, mais vous avez gagné le droit, Katia Senheim, de juste développer répondre. les questions qui restent. Mais de toute façon, on va y revenir. Il y a des questions qui nécessitent de s'y attarder un petit peu. Donc le traitement médicamenteux, oui, après ça peut être de la phyto. Moi je travaille de manière naturelle, mais il faut un traitement pour réguler ces dérèglements nerveux et hormonaux. Ça n'est pas juste du repos. Le burn-out, est-ce qu'il nous tombe dessus comme un coup de tonnerre ? En tout cas, on a vu, il y a des étapes, mais on s'en rend La compte. crise, l'effondrement, c'est Oui. ce qu'on appelle au niveau l'effondrement. Oui, on a l'impression que ça vient d'un coup, mais ça s'est mis en place sur des années avec des signes avant-coureurs qu'on n'a pas vus. Des années. Des années souvent, oui. Alors, sauf s'il y a vraiment des traumas et des gros chocs dans le cas d'harcèlement, par exemple, Oui. ou autre. Mais souvent, il y a quand même aussi des causes connexes. C'est un cumul de causes. Des années d'adaptation, de suradaptation à des Voilà. situations. D'où les personnes diverses. perfectionnistes, comme Oui. vous disiez, qui sont par essence très dans les détails et avec des grandes capacités d'adaptation, de même que les hypersensibles ou le haut potentiel, qui sont des candidats types. Donc, à force, voilà. à force. Voilà, ou les managers, enfin voilà, c'est pour ça que j'ai dit non, mais il y a quand même des types pas de personnalité, de fonctionnement. Très adaptatif, très bulldozer, mais ça n'a rien à voir avec la personnalité. Les aménagements de poste après un burn-out, donc, Mhm. c'est possible et est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est souhaitable ? Alors ça fait partie de la prévention psychosociale et de la législation dans le retour de l'épuisement. C'est que donc déjà, en général, quand on a eu un épuisement, puisque maintenant tout le monde a compris que c'est une maladie des ressources et de l'adaptation, on ne va pas revenir du jour au lendemain au travail comme si de rien n'était. Donc il y a une adaptation à mettre en place avec des retours à mi-temps, par exemple, ou autre. Il y a aussi, alors si on parle du professionnel, quand en tout cas il y a la crise qui s'est mise au niveau professionnel, moi je dis toujours que c'est comme dans un couple, il y a 50% qui est la personne et ses limites et ses besoins ou son type de fonctionnement, mais il y a 50% aussi qui peut être l'entreprise avec des surcharges de travail et autres. Donc comme dans un couple, il faut discuter et trouver des aménagements. Après, il faut voir aussi le stade. S'il y a beaucoup d'atteintes périphériques, c'est vrai que l'arrêt va être plus long et peut-être en fait avec des décisions de changement, pas spécialement d'entreprise, mais de poste ou de gros aménagements avec le télétravail. Ça, c'est vrai que depuis le Covid, ça a sauvé beaucoup de gens aussi, de pouvoir profiter du télétravail pour continuer à être efficace, mais aménager quelque part soi-même ses horaires pour tenir. Est-ce qu'il faut forcément informer son entreprise que c'est un burn-out qui est à l'origine de l'arrêt de travail ? Alors, je vais faire... J'ai discuté avec justement des entreprises où j'ai fait une conférence dernièrement. Je suggère à titre personnel de dire aux patients de ne pas parler ouvertement d'épuisement parce qu'il y a encore cette idée reçue énorme de faiblesse psychologique. J'ai dit non, j'ai pas développé, mais donc ce n'est pas lié à un type de personnalité faible. Au contraire, c'est plutôt les gens extrêmement bulldozers. Ça n'a rien à voir avec une dépression, on a vu. Donc, c'est vrai que pour ne pas commencer à rentrer là-dedans, moi, je dis toujours qu'il faut mentir proche de la vérité et parler d'un dérèglement hormonal, immunitaire, pour lesquels on est occupé à faire des tests. Et voilà, donc je souris parce que les chefs d'entreprise avec qui je parlais me disaient qu'ils avaient déjà entendu ça plusieurs fois, donc sous-entendu, voilà. Mais je pense qu'il faut dire qu'il y a un problème physique, revenir au physiologique, et puis point, on n'est pas obligé de raconter sa vie de long en large. Et puis si après, quand on est revenu, on a envie de l'évoquer aux proches, on le fait, mais il n'y a pas, pour moi, de nécessité. Voilà, à cause encore ces idées reçues, même si ça change, qui persistent sur ce côté faiblesse
Et voilà, on me pose souvent la question, j'imagine qu'elle est-ce qu'on redevient comme avant? Alors non, on ne revient pas comme avant. Là, je pourrais répondre très rapidement aussi, puisque heureusement, c'est ça qui nous a mené à notre perte. Mais on revient, nous, en mieux, a priori, si c'est bien régulé. Nous en mieux, c'est bien dit. On a une question de Michel Devanne dans le Morbihan qui nous demande à quel moment sait-on si l'on est sorti de burn-out et que l'on peut prendre que l'on peut reprendre le chemin du travail et comment aborder cette reprise? Est-ce qu'il faut forcément un nouveau poste ou un départ de la société? Alors donc, très simplement, en tout cas, les médecins avec qui je travaille n'envisagent absolument pas la reprise si les indicateurs physiologiques ne sont pas en fait régulés. Donc il y a en fait un T, on va dire 0, qui est très clair si on fait cette analyse et qu'on voit comment est-ce que, une fois que les analyses sont claires, sous-entendu que la personne peut refonctionner de manière nerveuse et hormonale adéquatement, là il y a la question de qu'est-ce qu'on fait. C'est l'analyse des pourquoi du comment qui est une étape importante et essentielle à ce stade-là. Donc, non, il ne faut pas obligatoirement changer, en tout cas, d'entreprise ou de poste, ça dépend. Pour moi, il faut aller progressivement et dans le gris et pas dans ce noir-blanc. Donc, d'abord se dire, OK, est-ce que mon poste avec des aménagements dans une discussion constructive, et là, je le dis par rapport aux employeurs, c'est une aberration, même si je sais que beaucoup commencent à changer, de faire une réunion de reprise le jour de la reprise. Je veux dire, la personne, elle a besoin, et l'entreprise aussi, de pouvoir réfléchir à cette reprise. Donc, de souvent, s'adapter et non pas de se suradapter. On fait ça un mois avant pour voir comment la personne aussi se sent, parce qu'il y a toujours cette phobie, j'en parlais, il y a un déni, mais à un moment donné, il y a une phobie aussi de la reprise où on veut surtout pas en fait revenir dans l'entreprise. C'est tout à fait normal, ça c'est aussi le rôle du psy de pouvoir le dépasser. Mais donc, il doit y avoir un premier dialogue de courte durée pour discuter de qu'est-ce qu'on fait après et voir comment est-ce qu'on peut mettre les solutions. Parfois, juste ça suffit pour revenir dans son poste avec des aménagements et des changements. Après, parfois, il faut changer, mais peut-être juste de poste, ou alors changer d'entreprise si vraiment il y a un problème. Il y a des gens qui font des reconversions complètes, mais ça nécessite aussi de nouveau un travail psy. Ça, c'est toujours cette deuxième étape qui est essentielle, de bien voir les besoins de la personne, qu'on n'est pas juste dans une phobie et une fuite, de se dire, OK, je change tout, il faut se remettre en question, revoir ses besoins, avoir une vision claire de qu'est-ce qui s'est passé dans le cumul des causes. Enfin, c'est tout ça. Donc, c'est vraiment un travail essentiel, pas d'emblée, mais qui est essentiel dans une deuxième étape par rapport à tout ça. Et à faire ensemble aussi avec l'entreprise. Avec l'entreprise, d'abord pour soi, voilà, oui. Parce qu'il y a souvent aussi des choses à changer autour. Et puis après, de pouvoir transmettre à l'entreprise qu'OK, nous, on a réfléchi, voilà qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que l'entreprise a besoin également, et où est-ce qu'on peut trouver, si c'est possible, des points d'accroche. On a une question de Marie de Rennes, aussi en Ille-et-Vilaine, qui nous demande la loi indique que l'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs. Comment les entreprises peuvent-elles prévenir les burn-out de leurs salariés? Alors donc, c'est une question essentielle et c'était justement le sujet de la grande conférence pour trouver sur LinkedIn. Il y a eu avec tous ces chefs d'entreprise belges et français. Pour moi, il faut justement sortir, même s'il y a déjà énormément de choses qui ont été faites de cette législation 2017 sur la prévention psychosociale, il faut maintenant aller plus dans le dépistage, c'est-à-dire ne pas uniquement s'intéresser à ce qu'on appelle le burn-out, qui est le dernier stade, c'est de pouvoir, en tant qu'entreprise, simplement, par exemple, transmettre aux employés les signaux d'alerte. Ils en font ce qu'ils veulent, mais qu'ils puissent être informés, pouvoir éventuellement proposer des tests de dépistage. Moi, je m'occupe à travailler avec des entreprises pour donner accès à mes tests de dépistage en ligne pour que l'employé, s'il a envie, peut aller le faire sans que l'entreprise le sache. Donc, c'est vraiment travailler plus en amont. Après, il y a déjà énormément de choses qui sont faites, et tant mieux, parce qu'attention, ça a énormément évolué positivement pour les gens qui se sont déjà écroulés. Mais pour moi, il faut encore avancer d'un step et davantage mettre en avant ce côté physiologique. Un phénomène lié au travail, qui est la définition de l'OMS, moi je trouve ça mais complètement réducteur, et c'est inverse à tout ce qu'on commence à comprendre maintenant sur l'épuisement dans ses causes et ses conséquences. La prévention au travail, de quoi on peut parler quand on parle de prévention dans une entreprise? Les symptômes. Après, oui, il y a déjà énormément de choses qui sont faites sur la gestion du stress. De plus en plus d'entreprises investissent. Il y a beaucoup de formations, mais le problème, c'est que c'est parfois, ça manque un peu de concret. C'est que
on parlait par exemple promouvoir le sport ou le yoga en entreprise, c'est super dans la prévention parce qu'on a besoin en fait, alors moi j'ai toujours de se couper la tête ou de se reconnecter au corps, mais quand on est en épuisement, c'est pas suffisant, c'est accessoire par rapport à tout le reste. Donc c'est essayer d'un petit peu simplifier les choses et revenir à du concret et arrêter aussi de tout le temps tout mettre sur la tête. Alors du concret, justement, on a Eugène de la Mézière en Ille-et-Vilaine qui nous demande: existe-t-il une personne responsable de la prévention des risques psychosociaux dans les entreprises? Alors de plus en plus, ou en externe, donc alors je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais c'est le même système. Donc il y a toute société est maintenant obligée d'être affiliée à un secrétariat social, et je pense qu'en France c'est comme ça aussi, mais en tout cas un centre de prévention en fait psychosociale. Alors les grosses structures ont parfois en interne ce qu'on appelle des personnes de confiance, des conseillers en prévention psychosociale qui sont dans l'entreprise et que le travailleur peut aller consulter en cas de problème. Si c'est des sociétés externes auxquelles l'entreprise est affiliée, le travailleur peut gratuitement aussi aller avoir des consultations gratuites de conseils, de pouvoir éventuellement aussi avoir des médiations ou des discussions, d'avoir des choses concrètes qui sont mises en place. Donc ça, c'est vraiment tout ce que cette nouvelle législation de prévention psychosociale a mis en place, et c'est génial. Sauf que, même si ça change, c'est encore trop souvent tourné vers le psychologique. Ça commence à changer, vraiment, mais il y a aussi cet aspect physiologique. Pour moi, ces conseillers devraient... moi, en Belgique, en tout cas, j'ai aussi été conseillère en action concrète, mais c'est vrai qu'on n'a pas de la formation du physiologique et de pouvoir détecter les symptômes pour savoir où on en est et pouvoir orienter. On parle toujours beaucoup encore du professionnel et des causes liées au professionnel. On a reçu plusieurs témoignages concernant des situations de harcèlement en entreprise, souvent suivies d'un burn-out. C'est systématique, harcèlement, burn-out? Alors oui et non, tout dépend du harcèlement. Mais l'harcèlement entraîne une adaptation physiologique. On doit en fait vivre avec ça, et donc sur la durée, ça peut avoir raison des ressources. D'ailleurs, pour encore élargir, il y a de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui sont en épuisement, parce qu'on parlait là, est-ce que c'est les managers qui sont... Non, je veux dire, moi j'ai des petits loulous qui ont subi des harcèlements ou sont des fonctionnements hyper avec des situations compliquées et qui sont en épuisement au sens physiologique. Après le Covid, il y a beaucoup d'adolescents aussi où on parle de décrochage scolaire, mais je veux dire, il y a derrière une cause qui est alors simplement, et c'est très très dur, mais un épuisement physiologique avant tout. Donc oui, le harcèlement peut mener, quand il est sur la durée en plus, à un épuisement ou à un burn-out, parce que simplement ça coûte beaucoup à la personne de ressources, et à un moment donné, le corps lâche quoi. On a une autre question de Cécile Debré en Mayenne qui nous demande: peut-on s'en sortir sans s'arrêter et sans médicaments? Alors Cécile nous confie également qu'elle est sortie du déni depuis 2 mois et essaie de remonter la pente. Son médecin lui aurait dit d'être courageuse et de reprendre le travail pour lui faire du bien, que si elle n'a plus de crise de larmes, c'est qu'elle n'est plus en burn-out. Et Cécile nous précise aussi qu'elle est agricultrice, qu'elle dirige un centre équestre et un jour par semaine chez un vétérinaire. Ça fait beaucoup de postes différents la semaine. Et elle précise n'avoir pris que 2 semaines d'arrêt. Bon, c'est suffisant Alors, tout dépend je veux dire, je reviens toujours. Alors, le métier d'agriculteur est extrêmement compliqué, avec aussi énormément d'adaptations, rien qu'au niveau des horaires et des structures nerveuses diverses et variées. Donc, est-ce que c'est suffisant? Tout dépend des dérèglements. Moi, j'ai des gens qui sont déjà dans des stades, on va dire 2, c'est-à-dire qui sont déjà dépassés le surboostage nerveux avec déjà des problèmes de récupération, qui me disent: je ne peux pas m'arrêter ou je ne veux pas m'arrêter pour plein de raisons. Il y a moyen, en aménageant justement au niveau des horaires discrètement. En changeant des choses quand même. Oui, et alors toujours aussi en prenant en charge le côté physiologique. Donc si, je veux dire, on peut s'arrêter 6 mois en regardant le plafond, s'il n'y a pas en fait de régulation. Alors le corps va un petit peu se réguler si pendant 6 mois on reste couché, mais je veux dire, pas suffisamment pour complètement réguler tout ce qui a pu être déréglé. Donc la durée est liée à la sévérité des dérèglements. Je vous ai dit, donc 4 à 6 semaines, c'est pour les cas légers. Et on ne doit pas d'office s'arrêter. C'est quand il y a déjà les surrénales qui sont touchées. Donc on est déjà dans des fins de stade 1, début de stade 2 sur 4. C'est 4 à 6 semaines. S'il y a des atteintes connexes, ça peut augmenter. Et c'est pas spécialement un arrêt. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter, mais alors il y a un traitement physiologique
physiologiques, il y a des aménagements d'horaires, il y a plein de choses à pouvoir mettre en place. C'est vrai que moi je dis toujours, quand on s'arrête, on se remet plus vite parce qu'on peut vraiment prendre soin de soi, mais c'est pas juste ne rien faire ou se reposer ou attendre qu'on n'ait plus de larmes. Enfin, je veux dire, les larmes, c'est des dérèglements hormonaux de sérotonine, donc il faut aller voir l'importance. Et là aussi, il y a 36 000, je sais qu'on l'avait eu dans les directs, un antidépresseur peut être utile, attention, quand il y a vraiment, parce que c'est des recapteurs de sérotonine, donc on limite la casse, mais il faut pouvoir booster après la sérotonine sa production si elle est déficiente. Et donc il y a des antidépresseurs qui le font, mais il y en a qui ne font que du recaptage. Il y a d'autres traitements qui... Enfin, ça, c'est le médecin qui doit décider que, comme disait votre confrère, qu'il y a cette vision globale, pour autant qu'ils connaissent un peu l'épuisement dans les dérèglements et les indicateurs, quoi. Oui, dans tous les cas, c'est une prise en charge globale et active. C'est vraiment ça, global et intégratif. C'est le terme que j'utilise partout. Merci Katia Sanem d'être venue de Belgique pour venir répondre à nos questions. Je rappelle que vous venez également de publier un nouvel ouvrage qui s'appelle « J'hésite, indécision, procrastination, blocage, compulsion ». On l'a vu un petit peu, il y a un lien avec le burn-out. Oui. Alors ici, c'est un sujet, disons, qui est large. C'est pas uniquement dans l'épuisement, mais c'est vrai que quand on est épuisé, pour des raisons nerveuses, hormonales, diverses et cérébrales, les décisions sont très vite perturbées. De même que quand on a un fonctionnement hyper, le processus décisionnel à cause des particularités cérébrales est structurellement, lui, perturbé. Donc il y a un lien. Mais ici, je voulais aborder ce sujet qui nous concerne tous dans les petites décisions ou les plus grandes décisions. Et merci, vous l'avez très bien fait, merci encore. Quant à vous, merci. Chers internautes, merci aussi de nous avoir posé de nombreuses questions et pardon de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, mais vous avez été lus. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, le mois prochain. Nous parlerons cette fois-ci du cancer de la prostate et nous avons rendez-vous le 29 novembre. Merci, à bientôt. Ne manquez pas notre prochaine émission Questions Santé qui se déroulera le vendredi 29 novembre de midi à 13h sur ouestfrance.fr. Nous aborderons le thème du cancer de la prostate. Et oui, cette maladie se situe au premier rang des cancers chez l'homme avec presque 60 000 cas en 2023 selon la Fondation pour la recherche sur le cancer. Il concerne principalement des hommes de plus de 60 ans, mais les formes diagnostiquées à un plus jeune âge ne sont pas rares. Pour en parler et répondre à vos questions, nous accueillerons le professeur de cancérologie et radiothérapeute Renaud de Crevoisier. Alors rejoignez-nous pour cette émission essentielle sur notre santé. Rendez-vous le 29 novembre.